Bonjour à tous, bienvenue dans ce journal. Tout de suite, le sommaire. L'étude d'impact environnemental est un outil de développement durable, mais à quoi sert-elle et quels sont ses fondements légaux? C'est à suivre dans quelques instants. Aujourd'hui, 22 février, c'est la journée mondiale du scoutisme, une occasion pour rendre hommage aux fondateurs de ce mouvement et célébrer la fraternité. Et puis la cartographie des risques, un outil de prévention des goulots d'étranglement d'une entreprise. C'est un réflexe inexistant chez les promoteurs d'entreprises, pourtant elle est indispensable dans la suivi des entreprises. Bienvenue dans ce journal. C'est un outil de développement durable mis en œuvre au Bénin depuis plusieurs années. L'étude d'impact environnemental et social est l'examen systématique des facteurs environnementaux au niveau de l'élaboration des projets et de la prise de décision que comprennent par étude d'impact environnemental et social et quels sont ses fondements légaux. Éléments de réponse dans ce reportage de Cédric Soswagbo et Amandine Animboussou. Introduite au Bénin depuis plus de 20 ans, l'étude d'impact environnemental est un outil d'évaluation environnementale. Elle permet une réflexion approfondie sur les répercussions probables d'un projet sur l'environnement. C'est l'outil réel qui permet à tout promoteur de nous dire les impacts de son projet sur notre environnement. Une étude d'impact environnemental et social, c'est la procédure qui permet de déterminer l'impact que la réalisation ou la mise en œuvre d'un projet peut avoir sur son environnement et son milieu récepteur. L'étude d'impact environnemental et social favorise l'intégration des considérations environnementales et sociales de la conception à la réalisation des projets. Elle prend en compte les préoccupations du public dans la prise de décision. Elle répond à plusieurs objectifs. Quand on parle d'études d'impact environnemental, c'est pour aujourd'hui, pour les générations présentes et même pour demain, parce que le projet est dans la durabilité. Et dans la durabilité, ça veut dire qu'on doit prévoir l'environnement d'aujourd'hui, comment on peut encore vivre avec ça demain sans trop le détruire. Donc l'étude permet d'intégrer tous les paramètres, les impacts négatifs qu'on peut atténuer, les impacts positifs qu'on peut bonifier, tout en tenant compte des préoccupations sociales de la population, de leur santé et autres. Effectuer une étude d'impact environnemental et social est obligatoire, d'autant que cela permet de cerner et d'évaluer les risques d'incidence environnementale découlant d'un projet prévu. Et le Bénin dispose d'une législation et d'une réglementation en la matière. Tout projet ne faisant pas l'objet d'une étude d'impact environnemental n'est pas réalisable en République du Bénin. Vous allez dans l'article 88 de la loi 4 sur l'environnement qui fait obligation à tout promoteur de n'importe quel projet de faire une étude d'impact environnemental. Mais déjà, à l'article 27 de notre Constitution, nous avons tous droit à un environnement sain et le devoir de les défendre. Par exemple, nous prenons la loi 4 sur l'environnement. D'abord, à son article 21, elle a donné le principe de l'obligation de la réalisation des études d'impact environnemental et social. Après, l'article 88 est venu sur l'obligation formelle que nul ne peut entreprendre un certain nombre d'activités sans avoir fait la procédure d'étude d'impact environnemental et social. Mais après cette loi, il y a le décret d'application 2022-390 du 13 juillet qui a fixé les conditions dans lesquelles on doit réaliser l'étude d'impact environnemental et social. Toutefois, il y a des exceptions. Les projets entrepris à des fins domestiques ou artisanales et qui n'affectent pas les milieux sensibles ou ne génèrent pas de rejet dans l'environnement ne sont pas soumis à une étude d'impact environnemental et social.
Ce 22 février, les scouts du monde sont à l'honneur. C'est la journée mondiale du scoutisme. Elle est encore appelée Thanking Day. Dans le monde entier, les scouts témoignent de leur engagement, se rappellent leurs promesses, du devoir de service qui en découle et rendent hommage à leur fondateur, le célèbre Lord Robert Baden-Powell. Le scoutisme, une école à la rencontre au-delà des différences. C'est un reportage de Ulvaeus Balogun. On les reconnaît par leur uniforme. Chemise, manches courtes ou longues selon les grades, avec des épaulettes, foulard noué au cou, corroboré par un insigne à fleur de lys, à 3 pétales et entouré d'un cordon. Eux, ce sont les scouts. Un mouvement pour les jeunes et par les jeunes, fondé sur le bénévolat et ouvert à toute croyance. Lorsqu'on rentre dans le scoutisme, on apprend la vie, avec tout le mécanisme complexe de la vie. Le scoutisme vous prend, vous aide à mieux vous comporter dans la société, vous donne les outils de base qui vous permettront de mieux vivre en société et vous conduit jusqu'à l'âge adulte. Né de la volonté de Baden-Powell de mettre chaque jeune au centre de ses apprentissages, le scoutisme donne l'occasion aux jeunes de développer leur caractère personnel et leur esprit d'initiative. Et cet apprentissage commence ici, lors des camps scouts. Ce rassemblement est une expérience unique au cours de laquelle les scouts répartis en équipes apprennent à vivre en collectivité et à collaborer, les plus grands veillant sur les plus petits, de sorte à développer leur sens des responsabilités et leur capacité à travailler en groupe. Le scoutisme apprend à l'enfant à se prendre lui-même en charge, sur le plan corporel, sur le plan de la santé, etc. Le scout s'engage à aider son prochain en toutes circonstances et en tout lieu. Il y a une valeur vraiment importante au scoutisme, c'est le service. Tu ne peux pas dire que tu es scout si tu ne sers pas l'autre. C'est la première marque de visibilité sur le scout. C'est comment il arrive à apporter un service à son prochain. Servir, être tolérant et apprendre à être ami malgré les différences, autant de valeurs mises au service de l'éducation des scouts et qui peuvent s'avérer nécessaires dans la vie professionnelle. Je peux dire que le premier boulot que j'ai eu, si je n'avais pas fait de scouting, ça m'aurait été compliqué. Parce que j'étais très jeune, diplômé, je n'avais aucune expérience, mais c'est comme ce boulot était dans la protection des enfants, de l'accompagnement des enfants, et puis leur démontrer que j'ai de l'expérience. Étant donné que ça me faisait plus de 10 ans de temps où j'encadrais des jeunes. Donc quand j'ai pu démontrer ça, et que j'ai pu prouver que j'ai suivi des formations, et qu'après les formations, j'ai encadré des jeunes de façon bénévole pendant un certain nombre d'années, j'étais considéré comme quelqu'un qui avait de l'expérience. À ce jour, le scoutisme est présent dans tous les départements du Bénin, avec plus de 20 000 jeunes en activité chaque année. Des entreprises naissent chaque jour pendant que d'autres ferment très tôt leurs portes. L'une des raisons de ces fermetures brusques est le défaut de cartographie des risques, un véritable outil de prévention et de gestion des risques au travail que gagnent les entreprises à disposer d'une cartographie des risques. Armand Badedji est expert en management de la qualité. Il nous parle de la cartographie des risques, notamment de son utilité. Des entreprises ferment leurs portes juste parce qu'un risque n'a pas été identifié, ou bien un risque a été identifié mais a été mal évalué, ou bien a été identifié mais a été carrément ignoré. Et quand ce risque survient, vraiment, les entreprises ont du mal à pouvoir gérer ce risque puisque rien n'a été prévu comme action de maîtrise de risque. Et donc, du coup, le temps qu'il faut pour mettre une action, prendre une décision, les ressources qu'il faut pour gérer le risque, ils sont souvent, c'est dit un peu tard et subissent ce risque. Ils perdent soit des marchés, ils perdent soit des clients,
ou bien carrément c'est des risques liés à la fiscalité, à l'impôt, ils sont fermés, sont redressés. Voilà, donc beaucoup d'entreprises aujourd'hui ferment leurs portes et des projets échouent juste parce que l'aspect risque est souvent négligé. J'invite et j'exhorte les entreprises, les chefs d'entreprise à identifier les risques liés à leur activité. Ils n'ont rien à perdre à le faire. Ils n'ont rien à perdre à prendre des mesures pour anticiper. C'est donc pour gérer ces risques qui peuvent nuire à l'entreprise qu'on élabore un document qu'on appelle cartographie des risques. Toute entreprise doit pouvoir détenir cet outil-là, ce document qu'on appelle cartographie des risques. Et la preuve, vous voyez, aujourd'hui toutes les normes de management ISO prioritairement, ISO 9001, 14001 pour l'environnement ou 45001 pour la santé, sécurité au travail, toutes ces normes-là exigent qu'une entreprise puisse identifier ses risques et puisse les maîtriser à travers le document qu'on appelle la cartographie des risques. En Tunisie, 180 000 tonnes d'huile d'olive, c'est la production finalement attendue au terme de la campagne 2022-2023. Ce volume affiche une baisse de 10% par rapport aux prévisions initiales de 200 000 tonnes formulées par l'organisme public au début de la campagne. Cette baisse s'explique par le manque de précipitations observé dans le centre et le sud du pays qui concentrent tous deux environ 75% des plantations d'oliviers, mais aussi des vagues de chaleur qui touchent le pays. Dans le pays, les vergers d'oliviers occupent 33% des superficies cultivées, soit environ 1,8 million d'hectares. Les autres informations au plan international, c'est dans Eco Inter qui porte la signature de Arnaud Kodjo Adadja. Les économies africaines ont connu un ralentissement en 2022. En cause, la crise de Covid-19 et la guerre en Ukraine. Dans son rapport intitulé « Performances et perspectives macroéconomiques de l'Afrique » publié jeudi, la Banque africaine de développement pense que la croissance devrait se stabiliser autour de 4% en 2023-2024. L'institution financière encourage les États africains à élargir leur espace fiscal, produire et transformer nos propres produits. D'autres approches allant dans le sens de l'intensification des échanges et de la politique industrielle avec la recommandation d'élaborer des programmes de protection sociale ont été énoncées dans le rapport. Une mission du FMI a évalué mi-février la performance de l'Ukraine. À l'issue de la rencontre avec les autorités ukrainiennes, la mission a déclaré que la performance des autorités dans le cadre du programme de suivi a été solide. Tous les objectifs ont été atteints, a précisé le chef de mission, notamment la proposition par le gouvernement d'un ensemble de projets de loi fiscale visant à augmenter les recettes, des mesures pour le règlement des arriérés, l'élaboration d'une note conceptuelle pour un filet de protection sociale, ou encore la création du conseil de surveillance de la société publique ukrainienne de gaz qui s'est retrouvée en défaut de paiement en juillet dernier. Les deux parties sont parvenues à un accord devant encore être approuvé par la direction du FMI qui devrait permettre un soutien financier de l'institution. Un nouveau cas de guérison du VIH a été présenté lundi dans la revue Nature Médecine. Le patient déclaré officiellement guéri du VIH après une greffe de moelle osseuse. Il n'a plus aucune trace du virus dans son organisme. Dans leurs analyses, les chercheurs n'ont pas trouvé de particules virales, ni de réservoir viral activable, ni de réponse immunitaire contre le virus dans l'organisme de cette personne, malgré l'arrêt du traitement depuis 4 ans. Seulement 2 cas de guérison similaires en 2009 et en 2019 ont été décrits jusqu'à présent dans des publications scientifiques. Ainsi se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez ce journal sur le site de l'ORTB, www.ortb.pj.